Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi Internet sait beaucoup plus de choses sur nous que nous ne l'imaginons. Et ce grâce ou à cause de ce que nous publions sur nos ordinateurs, nos téléphones mobiles ou même ce que nous communiquons à nos assistants vocaux. Alors comment Internet anticipe nos comportements en analysant nos centres d'intérêt, mais aussi comment les publicités de nos produits préférés parviennent-ils sur nos écrans, ou enfin comment les collectivités et les organisations font désormais appel aux consultations citoyennes pour proposer des programmes qui correspondent parfaitement aux attentes de leurs administrés. Pour y répondre, nous aurons le plaisir de recevoir un expert du numérique, spécialiste de la réputation des dirigeants sur Internet. Avec nous également une agence qui analyse les données numériques pour anticiper les tendances de consommation et prévenir l'apparition de crises et bien plus encore. Et enfin, nous vous ferons découvrir une entreprise qui met l'innovation au service de la participation citoyenne. Le numérique pour tous, spécial Internet nous connaît mieux que nous ne l'imaginons. C'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va vous expliquer jusqu'où sont utilisées nos données et jusqu'où Internet nous connaît. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir un expert du numérique, spécialiste de la réputation de personnalité et de dirigeants sur Internet, Denis Malingros. Denis, bonjour. Bonjour. Alors Denis, on vit une époque un peu paradoxale parce qu'on passe quand même beaucoup de temps sur nos réseaux sociaux et puis on se plaint après de l'appartenance des données ou de cette diffusion. C'est quoi ce paradoxe de notre époque? On est dans une forme d'inconscience, ou alors c'est quoi les sentiments qui nous animent et qui font qu'on est prêt à tout donner pour le plaisir d'être sur un réseau social? Bonjour Vanessa. Je dirais, peut-être pour reformuler ce paradoxe, que par principe, personne ne veut une intrusion non consentie dans sa vie privée. Pourtant, quand nous utilisons un smartphone, nous savons, de manière un peu évanescente, mais nous savons qu'une grande quantité de données sont collectées au quotidien. Alors, je pense que ce paradoxe peut probablement s'expliquer pour deux raisons, consubstantielles d'ailleurs, c'est-à-dire liées l'une à l'autre, inséparables. La première, c'est ce que j'appellerais l'intangibilité, et la seconde, la méconnaissance. Je m'explique. Expliquez-vous. Par intangibilité, parlons du concret. Cette table, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose dont on peut se saisir. Quand on parle d'un sujet comme la vie privée sur Internet, tout comme d'ailleurs quand on parle du climat, qui est un autre domaine, on est sur des sujets qui nous sont parfois difficiles à appréhender. Et donc, parce que nous avons parfois difficile à appréhender ces sujets-là, nous ne sommes pas toujours suffisamment, je dirais, alertés pour se saisir de ce sujet. La CNIL a réalisé avec l'IFOP en 2018 de mémoire une étude pour évaluer le rapport des Français aux données personnelles, et plus de la moitié estimait ne jamais avoir connu une situation où leurs données personnelles avaient été utilisées d'une manière indésirable. Alors justement, Denis, on partage des données bancaires, des données fiscales, qui sont des choses, et des données médicales, qui sont des choses assez intimes. Jusqu'où on est prêt à donner ces données, justement, et pourquoi le fait-on ? Alors peut-être avant de venir sur ce point spécifique, le deuxième facteur, c'est la question de la méconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une connaissance partielle des données qui sont aujourd'hui collectées par différentes entreprises. Avant d'aller spécifiquement sur la question bancaire ou médicale, prenons des exemples très concrets. Est-ce que vos auditeurs savent, par exemple, qu'en 2015, Facebook a déposé un brevet lui permettant d'analyser via la caméra frontale d'un smartphone les micro-expressions faciales d'un utilisateur pour optimiser la publicité? Est-ce que vos auditeurs qui possèdent un téléphone Android, propriété de Google, savent que même en coupant la géolocalisation sur leur téléphone, malgré cela, ils peuvent quand même être suivis par Google, qui a été épinglé à l'époque. Et ça, combien même on enlèverait la fonctionnalité sur le téléphone? Exactement. Google, c'est pour ça que je prends cet exemple, a été épinglé. Un troisième et dernier exemple, et j'en viens ensuite à votre seconde question, c'est sur Il y a quelques semaines, au Sénat et à l'Assemblée nationale, ici en France, Frances Haugen, une lanceuse d'alerte de Facebook, est venue présenter les différents documents qu'elle avait libérés dans la presse sur le fonctionnement de l'entreprise Meta,
propriété de Facebook. Et à un moment donné, il a évoqué une question relative à l'exploitation des ondes Wi-Fi. Eh ben, est-ce que vos auditeurs, troisième et dernier exemple, on est là pour les informer, savent que, par exemple, avec une nouvelle boîte ou box Wi-Fi, nouvelle génération telle qu'ils pourraient l'avoir à la maison, on pourrait analyser les variations d'ondes qu'émettent ces boîtes dans le foyer pour analyser les mouvements des personnes, pour peut-être récupérer des données liées à l'état de santé, par la respiration ou les mouvements de paupières quand ils dorment. Est-ce que vos utilisateurs savent que Facebook potentiellement peut aller aussi loin? Ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais ça a été suggéré de manière intéressante par Frances Haugen. Techniquement, ça existe. Est-ce que vos utilisateurs peuvent concevoir cela? Alors, en effet, de manière plus générale, notre rapport aux données est d'une part donc lié à cette méconnaissance et à cette question du concret, mais notre sensibilité varie. Sur les questions des données, les Français, mais en général, sont très sensibles au risque de fraude en matière bancaire. C'est la raison première invoquée par les Français. La seconde, c'est les données intimes qui pourraient être publiées en ligne. Et la troisième, pour m'arrêter sur ça, selon l'IFOP, ce seraient les données liées à l'exploitation des réseaux sociaux. Mais malgré tout, malgré cette frilosité, on y va quand même parce qu'il n'y a pas d'alternative, que ce soit pour les données bancaires ou les données fiscales. Donc on est devant un fait accompli et n'ayant pas d'alternative, les Français, comme vous dites, sont obligés de s'y soumettre. Exactement. Et donc on en vient à la question de comment mettre en place des mesures dites d'hygiène numérique pour pouvoir utiliser ces outils à bon escient. Alors, une autre question, on a peut-être tous remarqué avec nos smartphones, parfois on prononce un mot, une marque de voiture ou une marque de crème glacée, et quelques minutes après, sur certains réseaux, on trouve des publicités justement qui correspondent soit à cette marque, soit à des choses qui sont similaires. C'est le fait du hasard ou alors tout ça est bien paramétré et une fois de plus, on a été épié? Ah, vaste sujet. Il faut savoir qu'il y a deux écoles sur cette question. Il y a ceux qui prônent l'idée que, de manière empirique, on peut vérifier que des entreprises par une application, voire ou et par le smartphone, récupère des mots-clés, donc dans une conversation à l'oral à proximité d'un téléphone, comme le vôtre ici, par exemple, pour optimiser les publicités, qui affirment ça se fait. Facebook, Google vont nier cela. Et puis de l'autre, on va avoir des personnes qui vont dire mais non, on connaît tellement bien l'utilisateur que nous n'avons pas besoin d'exploiter les données vocales. Et d'ailleurs, une étude assez célèbre popularisé de manière rigoureuse, analysé avec un grand nombre de téléphones sans arriver à de conclusions définitives. Personnellement, je suis de la première école. Je n'accuse pas un Google ou un Facebook, mais manifestement, il est probable qu'un certain nombre d'applications utilisent leur système pour récupérer des données vocales. Et plus largement d'ailleurs, si on se positionne à un niveau politique ou géopolitique, vos auditeurs savent peut-être que les iPhones sont, je cite, faits en Californie, assemblés en Chine. La Chine pourrait avoir un intérêt géopolitique à mettre en effet des mouchards qui permettent auprès des quelques 30% d'utilisateurs d'iPhone dans le monde de récupérer des données pour ses propres intérêts géostratégiques. C'est une hypothèse qui, en tout cas, mérite d'être considérée. Alors, j'ai envie de vous demander, beaucoup d'entre nous ont sûrement lu le livre Big Brother, 1984 de George Orwell. Est-ce qu'on est dans une société où on peut redevenir anonyme, ou alors, définitivement, on est assujetti à ce Big Brother qui nous regarde et on ne peut s'en affranchir? Je pense que là, il y a une précision sémantique à avoir donc, sur le mot anonymat. En réalité, l'anonymat sur Internet, à l'exception peut-être, et on n'ira pas sur ce domaine de la crypto-monnaie Bitcoin, est en réalité difficile, voire impossible à obtenir. En réalité, le sujet, c'est le pseudonymat. Donc le pseudonymat, oui, il est possible. On peut prendre un surnom sur un forum, par exemple. Mais ça s'arrêtera, je dirais, là. Alors, pour ce qui est de ce fameux livre, pour vos auditeurs, 1984, c'est cette histoire qui imagine un monde futuriste dystopique, l'inverse de l'utopie, un monde qui tournerait mal. C'est cette idée de montrer qu'il y a finalement 4 besoins vitaux pour l'homme. C'est la liberté, c'est la capacité de penser, c'est la mémoire et c'est la charité. Et en effet, nous rentrons dans un monde où par la technique, si nous rentrons dans une société du tout calcul, on pourrait en effet s'exposer à un risque, et la pandémie l'a montré, d'atomisation des individus comme des citoyens unités, isolés chez eux, dans un monde jusqu'au métavers, le sujet tendance du moment, qui peut en effet poser de nombreuses questions, parce que tout peut être suivi, traqué, surveillé et organisé
au sein même d'une cellule, je dirais, une cellule citoyenne. Alors justement, vous parlez de la mémoire. Est-ce qu'on peut se faire oublier d'Internet? Tout ce que l'on publie, est-ce qu'on peut l'effacer s'il y a des choses qui sont compromettantes? Et si des gens publient à notre insu, est-ce qu'on peut les supprimer? Ou alors, il faut des techniques pour rajouter du contenu et essayer d'effacer et d'enterrer ce qui s'est dit? Je préciserai que je suis un praticien avant d'être un technicien, donc ma réponse sera prudente. Je dirais que techniquement, a priori, oui. Mais dans le réel, Laurent Alexandre a eu une citation récemment dans un échange avec vous assez intéressante qui disait que ce que nous mettons aujourd'hui en ligne, il restera pour 1000 ans. La mémoire numérique. Hein. Voilà, donc survivra à nous-mêmes d'une certaine manière, ce qui pose la question du mausolée numérique, c'est un autre sujet particulier. Donc, en réalité, ce que nous laissons en général, pour résumer le propos, en substance, ce que nous mettons en ligne, il reste. Et ça, c'est important de le considérer en fonction des comportements que nous adoptons tout au long de notre vie. Alors Denis, vous qui êtes un expert et qui passez beaucoup de temps à analyser les réseaux sociaux, ça ne vous a pas échappé. Elon Musk qui met 44 milliards de dollars pour acheter le réseau Twitter. À ce prix-là, on rachète un réseau numérique ou on rachète quelque chose qui a une valeur encore plus grande? Et qu'est-ce qui est derrière ce rachat pour vous? Alors je dirais une triple réponse. La façade, le bien commun, la défense de la liberté d'expression, que c'est noble. Mais en réalité, je dirais qu'il y a probablement deux autres raisons moins mises en avant. La première politique, la seconde économique. Politiquement, il faut savoir que Twitter est le 4e site le plus visité au monde, derrière Facebook, Google et YouTube. Des centaines de chefs d'État et pays sont officiellement représentés. Elon Musk lui-même est, pour les derniers chiffres dont je dispose, le 2e compte le plus suivi. Obama est le numéro 1 pour information. Donc il y a un enjeu d'influence considérable, politique. Sur la question économique, il faut savoir que depuis de nombreuses années, ça remonte déjà au début du XXe siècle avec le modèle publicitaire, on a un système qui est celui que nous connaissons, gratuité contre publicité. Il est possible, c'est une hypothèse, que Elon Musk, dans la continuité des idées du cofondateur Jack Dorsey de Twitter, ait envie d'introduire un nouveau modèle économique que l'on pourrait appeler l'économie dite de la création, qui permettrait par exemple de payer ou de financer la rédaction ou la lecture d'un tweet pour des montants tout petits via ce que permet aujourd'hui les crypto-monnaies. Bon, voilà, alors très vite brossé. Passionnant. Et pour conclure cet entretien, bon, le numérique est en marche, on ne va pas aller en arrière. Hein. Un conseil rapidement sur la posture numérique que nous devons tous adopter, une règle de conduite. Alors, il y a des règles générales et particulières. Je dirais, d'un point de vue des règles générales, ne pas garder des appareils dans des pièces dites privées. Donc, smartphone, assistant intelligent, hors de la pièce. Ensuite, plus particulier, paramétrer son smartphone, paramétrer un navigateur, utiliser des services respectueux de la vie privée comme complément. Avec WhatsApp, Signal. Avec Gmail, ProtonMail, par exemple. Etc., etc., etc. Merci, c'était passionnant, Denis, comme toujours. On adore vous recevoir et merci de nous avoir permis de décoder les conséquences possibles de nos tweets et autres gestes sur Internet. Restez avec nous dans un instant, vous allez découvrir comment toutes les conversations générées sur Internet permettent également aux marques internationales de concevoir des produits et des services qui répondent précisément à nos besoins. Nous vous ferons également découvrir une application qui permet aux collectivités de réaliser des consultations citoyennes afin que les décisions soient prises en concertation avec les administrés. Restez avec nous, c'est tout de suite sur Sud Radio. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme votre quotidien. Et aujourd'hui, un numérique pour tous pour découvrir ce qu'Internet fait réellement de nous. Et pour mieux comprendre comment nos marques préférées parviennent à nous proposer les produits et les services qui répondent au mieux à nos besoins, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie David, directrice de la donnée au sein de l'agence Bloom Analytics. Aurélie, bonjour, on est ravis de vous avoir parmi nous. Alors avant de commencer, j'aimerais que vous nous disiez en quoi consiste votre métier et le métier de l'agence Bloom Analytics. Oui, bonjour. Alors, par rapport à l'intervention précédente, je tiens quand même à pas passer pour le grand méchant loup de l'émission. Donc, on prend uniquement les conversations publiques, donc uniquement les conversations publiques qu'on anonymise, bien évidemment. Donc, ça veut dire qu'on prend que des termes, on prend pas de photos. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est de la donnée publique. Et ce qu'on fait en règle générale pour nos clients, c'est pas de la publicité, c'est de la compréhension, en fait, des grands changements de consommation. Je vais vous donner des exemples. Un exemple, c'est par exemple le sujet du packaging.
Est-ce que le sujet du packaging devient vraiment un sujet en dehors, bien évidemment, enfin, au-delà même des considérations qu'on peut imaginer au niveau économique? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'en pensent les consommateurs? Est-ce qu'ils vont plutôt choisir un packaging carton? Est-ce qu'ils vont plutôt, voilà, quel est le sujet du plastique? Est-ce qu'il est vraiment totalement banni? Le sujet du recyclage, est-ce qu'il est accepté? Qu'est-ce qui manque pour qu'on aille plus loin au niveau du recyclage? Est-ce qu'il faut plus de pédagogie? Est-ce qu'il faut plus de praticité, etc., etc. Donc, je tiens quand même à dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ça permet pas de vendre plus de produits, ça permet aux entreprises et à certaines grandes marques globales, voilà, d'être plus en phase avec les attentes des consommateurs. Alors, on est bien d'accord, Voilà. hein, et l'idée était de dire que Internet, comme tout monde, virtuel ou réel, peut produire le meilleur comme le pire. Là, on est dans Exactement. le meilleur avec vous, et l'idée est de se dire comment on satisfait un consommateur final, s'il a la gentillesse de se livrer, et si on analyse beaucoup de conversations sur des articles, etc. Voilà, on va utiliser... En fait, c'est une nouvelle méthode de sondage. C'est-à-dire que depuis, même avant les 30 Glorieuses, donc depuis les années, on va dire 20-30, depuis que les marques existent, elles ont toujours voulu tester des produits, tester des slogans, tester des choses pour être le mieux adapté en fait à la demande. Donc c'est en quelque sorte une nouvelle manière de sonder les populations, voilà, sauf qu'on ne leur pose pas de questions et donc c'est ce que les gens expriment spontanément sur leur consommation de tous les jours. Alors, vous Voilà. évoquiez tout à l'heure le plastique, le packaging ou Oui. des notions plus écologiques. Concrètement, expliquez-nous, sur un cas concret mais qui peut rester générique, comment tous ces nuages de mots, on va dire, qui sont sur Internet, vont permettre de déceler des grandes tendances et justement de proposer des recommandations à vos clients. Oui, très concrètement. Donc, si on prend le sujet du packaging, par exemple, on va collecter toutes les conversations publiques, donc encore une fois, sans leurs auteurs, sur le packaging. Et puis, on va voir tous les mots qui sont associés. Donc, est-ce que le sujet du packaging, le principal problème perçu par les consommateurs autour du packaging, est-ce que c'est un problème environnemental? Est-ce qu'on perçoit aussi un problème de santé? Ce sont des signaux faibles qu'on a identifiés, notamment la nocivité du plastique et des micro-particules de plastique qui peuvent donc pénétrer dans l'organisme, même sans qu'on s'en rende compte, puisqu'il y a après des dégradations, on va dire, de la matière plastique. Donc ça, c'est des signaux faibles. Donc, comment est-ce que déjà les gens le perçoivent, enfin les consommateurs le perçoivent, et une fois qu'ils les perçoivent, quelle hiérarchie ils font dans leur choix? Donc, est-ce qu'ils vont complètement supprimer le plastique pour des questions de santé? Est-ce qu'ils vont complètement supprimer le plastique pour des questions écologiques? Voilà. Et donc, on essaye de comprendre les relations que les consommateurs vont faire entre ce sujet plastique et les autres sujets de leur vie. Et malheureusement, on a vu pendant le Covid que le sujet plastique n'était plus un problème pour les gens, pour les consommateurs, malheureusement, puisque c'était redevenu une protection par rapport au risque santé, par rapport au risque contamination, en fait. Donc, c'est ce qu'on regarde. On regarde l'évolution des préoccupations. Quand je vous écoute, en fait, il y a quelque part un bénéfice et un risque. Denis, tout à l'heure, expliquait plutôt le risque. Quand je vous écoute, on est plutôt sur un bénéfice à partager ces données pour avoir quelque chose d'encore meilleur qui corresponde de manière encore plus précise à une attente dans son foyer ou dans son quotidien, finalement. Oui, c'est-à-dire que ça génère, alors je ne vais pas me faire l'avocat de l'industrie, mais en tout cas, il faut savoir la totalité de mes clients, moi en tout cas, je travaille pour des grands groupes, je ne vais pas les citer, sont totalement conscients, on va dire, des grands changements, des grandes révolutions qu'ils doivent opérer au niveau industriel. Et donc, ça permet en effet de piloter, de prioriser ces grands changements. Parce que quand on doit, un exemple, quand on doit complètement transformer le packaging d'un yaourt, eh bien, c'est toute la chaîne de production, toute la chaîne de transport, toute la chaîne du froid, tout ça qu'il faut revoir. Donc, ça leur permet de prioriser, d'avoir des éléments concrets, en fait, pour se décider.
Et là où c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que un des instruments de pilotage, c'est plus uniquement la marge, etc., mais c'est justement, est-ce que les consommateurs sont en ligne avec ça? Parce que les industriels ont vraiment maintenant conscience qu'ils peuvent être zappés du jour au lendemain. Voilà, et que donc, comme le disait un grand patron, on peut voter avec son portefeuille. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Aurélie, pour conclure cet entretien, 20 secondes, vous qui prédisez ou qui extrapolez, on va dire, des signaux faibles pour en faire des tendances, est-ce qu'il y a une tendance que vous pourriez nous partager en avant-première qui va guider notre consommation dans les années qui suivent? En fait, oui, c'est une tendance forte qui s'est ultra développée pendant le Covid, c'est le sujet social. En fait, les choix, justement, quand je disais on vote avec son portefeuille, les choix, ils sont aujourd'hui organisés, bien sûr, par rapport au prix, et ça, on va le voir de plus en plus avec la crise, avec le sujet de l'impact de la guerre en Ukraine. Mais donc, bien sûr, ça, c'est un instrument de choix fondamental. Mais en tout cas, les choix, au-delà de ça, ils sont de plus en plus organisés par rapport à des sujets éthiques. Avec des marques qui se sont positionnées précisément, des petites marques notamment, sur le bon prix payé aux producteurs, par exemple. Mais il y a aussi le sujet des conditions de travail, etc. Et donc ça, c'est vraiment un élément déterminant. L'éthique et la responsabilité, très très important. Exactement. Effectivement. Merci beaucoup Aurélie pour votre éclairage. On va découvrir maintenant une entreprise qui met l'innovation au service de la participation citoyenne. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Depimaudan. Donc Julie, vous êtes la présidente et la cofondatrice de la société Fluicity. Et votre mission est de transformer la parole individuelle des citoyens en actions concrètes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement concrètement ce que fait Fluicity? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, je vais commencer par un peu raconter mon parcours. Moi, je viens de chez Google aussi, donc je connais bien tout ce monde des big data. Et c'est à partir de cette expérience que j'ai vraiment souhaité mettre la donnée et la technologie au service de la décision politique et de la participation citoyenne. Donc, pour vous en dire un peu plus sur Fluicity, nous, on a vraiment conçu une plateforme de consultation et de participation citoyenne qui permet d'améliorer la prise de décision des acteurs publics, comme des collectivités, ou des acteurs privés qui souhaiteraient, par exemple, consulter leurs salariés sur des projets long terme de l'entreprise. Donc, c'est une plateforme qui est ouverte, collaborative, qui vous permet à tous de répondre aux questions de votre ville, de participer à certains projets, de proposer des améliorations, de voter sur un budget, tout ça en toute transparence. Et à la fin de ces consultations, en fait, le maire ou le dirigeant va avoir accès à des données qui deviennent un véritable levier de décision politique. Alors justement, donc on donne ces données de manière consentie, justement, pour co-créer, on va dire, ou co-décider. Donnez-nous un ou deux exemples, justement, de réalisations que vous avez récemment pilotées et qui se sont achevées par des choses concrètes. Oui, tout à fait. Donc, typiquement, récemment, au Sables-d'Olonne, le maire voulait faire voter les habitants sur le maintien d'une statue. C'était un véritable challenge parce que dans cette commune, il y a beaucoup de gens qui sont âgés, qui n'ont pas forcément accès au numérique. Donc, l'objectif, c'était à la fois de faire de l'inclusion numérique et en même temps de faire voter des gens qui n'avaient pas accès. Et donc, la votation a duré 2 semaines. Elle s'est passée à la fois dans les bureaux de vote, à la fois sur la plateforme. Et grâce à notre technologie de vérification d'identité, on a pu s'assurer que les gens n'avaient pas voté 2 fois. Et on a permis au maire de prendre une décision très concrète suite à cette votation. Elle a été supprimée ou alors elle est restée finalement Julie, la statue est restée ou elle a été supprimée? Finalement, elle est restée. D'accord, ok. Voilà. Elle est restée, mais ce qui était intéressant, c'était de pouvoir vraiment adresser 2 publics en parallèle et du coup d'inclure un maximum de gens et de permettre à cette consultation d'avoir des résultats les plus crédibles possibles pour appuyer la décision. Alors, dans l'intérêt du temps, j'ai envie qu'on passe un tout petit peu de temps sur l'avenir de votre solution, parce qu'on parle beaucoup de démocratie participative, de co-création, de participation et d'inclusion. Est-ce que votre plateforme est une réponse justement à ces grands enjeux et aux grands débats de société pour ne plus avoir une décision unilatérale, on va dire, mais qui est le fruit de ce que les citoyens souhaitent pour eux-mêmes et pour leur cité?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de monde, que ce soit côté citoyen ou décideurs, se rendent compte que les élections ne suffisent pas. Et donc, être capable de s'exprimer seulement une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans, c'est plus vraiment possible. La démocratie, c'est un exercice, c'est quelque chose qu'il faut maintenir en vie si on veut qu'elle reste en phase avec les besoins et les attentes des citoyens. Et donc, Flucity, c'est pas seulement une plateforme technologique, c'est vraiment un moyen de moderniser nos pratiques démocratiques. Et donc, que ce soit notre société ou toute une série d'acteurs de la civic tech, parce qu'il y en a beaucoup maintenant un petit peu partout en Europe, on est engagé pour moderniser ces modes de gouvernance, pour qu'ils soient de plus en plus ouverts, plus transparents, plus collaboratifs et qui permettent à un maximum d'être inclus dans les grandes décisions du XXIe siècle. Merci beaucoup, Julie. Dernière question, qui paye? C'est donc celui qui pilote et qui ordonne le vote sur votre plateforme? Comment ça se passe? Oui, les clients sont en fait des collectivités territoriales, des institutions, des acteurs privés qui souhaitent inclure leur communauté dans leurs grandes décisions d'avenir. Merci à tous pour votre éclairage et surtout vos perspectives finalement complémentaires sur cette data qui nous est quand même précieuse et qu'on veut bien alimenter au quotidien. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Jiquel dans La France à découvrir. Et quant à moi, je vous souhaite une belle et agréable fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.